Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Pour aujourd'hui, nous allons parler de scientifiques quelque peu extrémistes qui n'ont pas hésité à faire des expériences sur des personnes non consentantes ainsi que beaucoup d'animaux. Ils sont d'ailleurs tellement nombreux que j'ai dû faire une sélection et que cet épisode sera en 2 parties. Par ailleurs, si le sujet vous intéresse, ce sera peut-être l'occasion d'en faire une 3e. La première sera essentiellement consacrée aux animaux, âmes sensibles, s'abstenir. Car durant chaque portrait de scientifique, j'ai bien pris soin de retrouver des archives de leurs expériences, histoire de mieux vous immerger. Donc aujourd'hui, nous allons parler de réanimation de cadavres d'animaux, de chiens à 2 têtes, ou encore d'un chien qui n'a plus que sa tête, mais qui est pourtant toujours en vie. Pour terminer cette première partie, je vous raconterai en fin d'épisode l'idée brillante ou non d'un scientifique de vouloir créer un hybride moitié humain, moitié singe. Alors accrochez-vous bien à votre fauteuil pour cet épisode complètement dingue. Tout de suite, le générique. Le tout premier antagoniste de notre histoire est l'un des savants fous ayant inspiré le personnage de Frankenstein lui-même. Il n'est d'ailleurs pas le seul à prétendre à ce titre, mais il est quand même l'un des premiers à avoir essayé de réanimer les morts. Robert Cornish, né le 21 décembre 1903, était un biologiste et écrivain américain, surtout connu pour ses expériences de réanimation. Cornish était un enfant prodige, diplômé de l'Université de Californie à Berkeley à 18 ans seulement et ayant obtenu son doctorat à l'âge de 22 ans. Il a travaillé sur divers projets, dont un qui permettait de lire des journaux sous l'eau avec des objectifs spéciaux. En même temps, à part pour un but militaire, je ne vois pas trop en quoi ça pourrait nous servir. En 1932, il s'intéresse à l'idée qu'il pourrait redonner vie aux morts. Et à partir de là, je crois qu'on l'a perdu, le garçon. Et selon lui, la solution est plutôt simple, il suffit juste de pencher un corps sur une table à bascule un peu dans tous les sens pour faire circuler le sang, sans oublier au préalable d'injecter un anticoagulant ainsi que de l'adrénaline pour faire circuler les voies de circulation. En 1933, il tenta de réanimer des victimes d'infarctus, de noyade et d'électrocution avec sa bascule, mais sans succès. C'est donc à ce moment-là qu'il a décidé de perfectionner sa méthode sur des animaux, enfin plutôt sur des chiens, en allongeant le corps inanimé de chiens fraîchement décédés sur des planches à bascule. Le docteur espère profiter de la gravité pour recréer artificiellement une circulation sanguine. Évidemment, aucun de ces sujets ne ressuscita et Cornish attribua cet échec au fait que les corps étaient trop refroidis lorsqu'il les recevait dans son laboratoire. En effet, malgré ses tentatives pour remettre la pièce à bonne température, couverture chauffante, bain tiède, pièce à 35 degrés, aucune d'entre elles n'avait fonctionné. Selon lui, l'idéal serait de disposer les corps quelques minutes après leur mort. Ce qui n'est donc pas un problème pour lui, car du coup désormais, il décide d'anesthésier les chiens fatalement juste avant les opérations. Quelques minutes après l'arrêt cardiaque, les équipes du laboratoire se mettent au travail et tentent de réanimer les animaux. Il utilisera encore sa bascule avec laquelle il fera circuler le mélange de sang de chien, de solution saline et d'anticoagulants couplés avec de l'adrénaline dans le corps de la bête. Après un essai infructueux, Cornish obtient des signes de vie de la part de 2 suivants. Les fox terriers ne sortent cependant pas du coma, le 4e sortira finalement de sa torpeur au bout de 13 jours. Il sera très lent et souffrira de séquelles cérébrales. Le 5e animal sera le bon,
il ne lui faut que 4 jours pour adopter le comportement d'un chien normal. Selon la légende, tous les autres chiens avaient extrêmement peur de lui. Ce qui peut quand même se comprendre. Comme ces expériences ont été couronnées de succès sur ces chiens, Cornish a bien évidemment souhaité étendre ses essais cliniques pour inclure les tests sur l'homme. Le condamné à mort de Saint-Quentin, Thomas McMonigle, contacté par Cornish, lui propose d'offrir son corps pour une éventuelle réanimation après son exécution. Fort heureusement, l'application de la loi californienne a refusé la pétition de Cornish en raison des inquiétudes qu'un meurtrier réanimé devrait être libéré en vertu de la clause de la double incrimination. Parce qu'en effet, à partir du moment où on a décidé de t'exécuter et qu'on l'a fait, on va pas le faire une deuxième fois. Donc après le refus de cette pétition, McMonigle a bien été exécuté dans la chambre à gaz de Saint-Quentin le 20 février 1948. En tout cas, après cela, plus vraiment de nouvelles de Robert E. Cornish. Il a certainement dû continuer ses expériences en solo, caché quelque part, ou bien il s'est assagi, il est devenu un mec bien, on le saura pas. En tout cas, il est décédé le 6 mars 1963, à l'âge de 60 ans. Nous allons donc continuer avec un scientifique qui devait adorer les puzzles étant petit, ainsi que nos amis les chiens. Je ne vais rien vous dire de plus et vous laisser découvrir cette histoire bien triste vous-même. Né le 18 juillet 1976 dans une famille de paysans russes, il grandit dans une petite ferme de la partie nord de la région de Volgograd. En 1934, Vladimir Demikov étudie à l'université d'État de Voronezh. En 1937, à seulement 21 ans, il crée le premier cœur artificiel du monde. Il l'a implanté avec succès dans un chien qui a survécu pendant 2 heures après l'opération. Cette expérience a été publiée en avril 1938 dans le journal étudiant de l'université et a été présentée aux autres étudiants lors d'une conférence scientifique le mois suivant. Il a poursuivi ses études à la faculté de biologie de l'université d'État de Moscou, où il a obtenu son diplôme avec les honneurs en août 1940. Peu de temps après avoir obtenu son diplôme, Vladimir Demikov devient un soldat en tant qu'expert médico-légal et pathologiste dans l'armée rouge, lors de la Seconde Guerre mondiale en 1941. Après la guerre, il reprend son poste dans le département de physiologie humaine à l'université de Moscou, de 1947 à 1955. Vladimir Demikov mène alors ses premières expérimentations de transplantation. 1947, il a effectué la première greffe de poumon orthotopique. Plus tard, il effectue des transplantations cardiothoraciques complexes ainsi que des transplantations rénales et hépatiques. Seulement, pour réaliser tout ça, il faut forcément des cobayes, et comme on l'a vu juste avant, qu'y a-t-il de mieux que des pauvres chiens? C'est donc en février 1954 qu'il transplante sa première tête de chien sur un autre chien, au niveau du cou, en utilisant des connexions vasculaires au cœur du chien hôte. Les 2 têtes peuvent manger et boire séparément, mais n'a pas pu surmonter les problèmes de rejet jusqu'à 30 jours après l'opération. Il sera bien d'ailleurs loin d'être le seul à passer sur la table de ce savant quelque peu extrémiste. Un journaliste explique l'opération à laquelle il a assisté, où Shavka, le plus petit des 2 chiens, sera privé de la partie basse de son corps, tout en conservant son cœur et ses poumons, qui continueront à alimenter la tête et sera greffé à Brodiaga. C'est la 24e expérience de chien à 2 têtes réalisée par ce savant. L'opération, qui durait jusqu'à 12 heures lors des premiers essais, dure désormais seulement 3 heures et demie et s'effectue en 3 parties. D'abord, une incision est faite au niveau de la nuque de Brodiaga afin de réussir à positionner 2 fils en plastique, un rouge et un blanc, dans une de ses vertèbres. Ensuite, Shavka fut endormi et on enveloppa le haut de son corps dans une serviette avant de pratiquer l'incision, tout en refermant au fur et à mesure la totalité des vaisseaux sanguins jusqu'à finalement sélectionner la colonne vertébrale. Le but étant lors de cette étape de garder la tête, les pattes avant, les poumons et le cœur de Swanka en vie et fonctionnel. Enfin, les artères et vaisseaux sanguins de Swanka furent connectés à ceux de Brodiaga à l'aide d'une agrafeuse chirurgicale, invention russe, puis le cœur et les poumons de Swanka furent amputés. Les peaux des 2 chiens cousus, l'opération fut terminée.
Ce fut un succès, Shafka et Brodiaga furent capables de voir et de bouger indépendamment l'un de l'autre avant de mourir au bout de 4 jours à cause d'une veine accidentellement serrée pendant leur sommeil. La plus longue période de survie des chiens après une de ces opérations fut de 29 jours. Vladimir Demikov a aussi mené des recherches afin de réussir des transplantations humaines et malgré l'horreur que peuvent inspirer certaines de ces expériences, elles furent indispensables dans l'aboutissement d'opérations d'aujourd'hui réalisables comme les greffes de reins, de peau ou de membres. Il décédera le 22 novembre 1998 à l'âge de 82 ans à Moscou. En troisième antagoniste de notre histoire, nous retrouvons ce fameux chirurgien militaire qui a inventé l'autojecteur. Mais l'autojecteur, c'est quoi ? Eh bien, c'est une super machine qui maintient une tête en vie avec un système rudimentaire. Il en a même décroché un prix Lénine en 1965, seulement il était déjà mort. Sergei Bryukhanenko, né le 30 avril 1890 à Koslov, qui n'existe plus, aujourd'hui c'est le Mitchourink, il est un chirurgien soviétique, pionnier de la chirurgie à cœur ouvert en Russie. Il fut l'un des dirigeants de l'Institut de recherche de chirurgie expérimentale où le professeur Alexandre Vishnevsky effectue la première opération soviétique à cœur ouvert en 1957. Chirurgien militaire pendant la Première Guerre mondiale, Bryukhanenko est principalement connu pour avoir inventé et réalisé l'autojecteur, un ensemble cœur-poumon artificiel rudimentaire. Le dispositif a été utilisé avec des résultats mitigés dans une série d'expériences sur des chiens de 1926 à 1939, comme on peut le voir dans le film Expérience de réanimation d'organismes. Encore mieux que de greffer une tête de chien sur un autre chien, voici le chien décapité et maintenu en vie grâce à des machines. Le fameux auto-injecteur qui permettait de faire circuler du sang dans une tête de chien décapité. Une lumière braquée dans les yeux du cobaye le fit cligner. Un coup sur la table le fit sursauter. Et il avala le fromage qu'on lui proposa, ce qui ressortit immédiatement de l'autre côté. Si la véracité de son expérience ne fut jamais vérifiée et que sa méthode barbare est plus que critiquable, Sergei est reconnu par ses pairs pour avoir défriché le domaine de la greffe d'organes et des opérations à cœur ouvert. Et même si certains pensent aujourd'hui que son film constitue une remise en scène des procédures, les expériences elles-mêmes étaient bien documentées. Il a obtenu en 1965 le prix Lénine à titre posthume pour ses travaux sur la circulation sanguine artificielle. Il décède le 20 avril 1960 à seulement 40 ans à Moscou. Cependant, fort de son succès, ça donna pas mal d'idées à d'autres qui n'hésiteront pas à continuer son travail. Pour terminer cet épisode, je vais vous parler d'un des pires cas d'insémination artificielle réalisés sur des humains, mais aussi sur des animaux. Ilya Ivanov est né dans la ville de Chtigri, en Russie, le 1er août 1870. Il sortit diplômé de l'université de Kharkov en 1896 et devient professeur en 1907. Il travailla comme chercheur dans la réserve naturelle d'Askania Nova, mais aussi pour la station centrale expérimentale de recherche pour la reproduction des animaux domestiques et pour l'Institut zootechnique supérieur de Moscou. Ce monsieur travaille donc un petit peu partout et il commence à être déjà bien connu. Vers le début du XXe siècle, Ilya Ivanov améliora les techniques d'insémination artificielle et ses usages pratiques pour l'élevage des chevaux. Il prouva que cette technologie permettait à un étalon de fertiliser jusqu'à 500 juments au lieu de 20 ou 30 dans le cas d'une reproduction naturelle. Les résultats étaient sensationnels pour l'époque et Ivanov était sollicité par des éleveurs du monde entier. Mais l'étude la plus controversée d'Ivanov fut sa tentative de créer un hybride de singe et d'humain. Dès 1910, il a fait une présentation au Congrès mondial de zoologistes à Graz, en Autriche, au cours de laquelle il a décrit la possibilité de créer un tel hybride par l'insémination artificielle. En 1924, alors qu'il travaillait à l'Institut Pasteur de Paris, Ivanov obtient des directeurs la permission d'utiliser la station expérimentale de primates de l'Institut de Kindia en Guinée française pour réaliser des expériences d'hybridation. Ivanov a également tenté d'obtenir le soutien du gouvernement soviétique pour son projet. Il envoya des lettres au commissaire russe en charge de l'éducation de la science,
ainsi qu'à d'autres hauts fonctionnaires. La proposition d'Izanov a finalement suscité l'intérêt de Nikolai Petrovitch Gorbunov, le chef du département des institutions scientifiques. En septembre 1925, Gorbunov apporta une aide de $10 000 US à l'Académie des sciences de l'URSS. Aujourd'hui, nous l'appelons plutôt l'Académie russe des sciences. Ivanov arriva à Conakry en novembre 1926 accompagné de son fils, également nommé Ilya comme lui, qui l'assistait dans toutes ses expériences. Mais d'où t'appelles ton fils le même prénom que le tien? Y a pas un petit souci là? Izanov a supervisé la capture des chimpanzés adultes à l'intérieur de l'ancienne colonie, qui ont été amenés à Conakry et conservés dans des cages dans des jardins botaniques. Le 28 février 1927, Izanov a inséminé 2 chimpanzés femelles avec son propre sperme. Alors là, no comment. Le 25 juin de la même année, c'est son fils qui finalement s'y colle pour inséminer le 3e chimpanzé. Les Ivanov quittèrent l'Afrique en juillet avec 13 chimpanzés, dont les 3 utilisés pour leurs expériences. Ils savaient déjà avant de partir que les 2 premiers chimpanzés n'avaient pas réussi à tomber enceinte, mais le 3e, lui, est décédé à peine rentré en France. Mais que fait la protection des animaux à cette époque? Elle était peut-être inexistante. Les chimpanzés restants ont été envoyés à une nouvelle station de primates à Sukhumi, en Géorgie. Donc à partir de là, Ivanov, il est quelque peu frustré en fait. Son expérience, ça n'a pas vraiment marché. Donc du coup, il se dit, finalement, et si je mettais pas plutôt du sperme de chimpanzé dans le corps d'une femme? Très bonne idée, non? Il a donc tenté d'organiser l'insémination de femmes humaines avec du sperme de chimpanzé en Guinée, mais ses plans se sont heurtés à la résistance du gouvernement colonial français. Et rien n'indique qu'une telle expérience a été organisée là-bas. Bien sûr, il existe aussi une deuxième version qui raconte que son orang-outan est décédé juste avant l'expérience et que c'est pour cela qu'il n'a pas réussi à faire son expérience. Mais personnellement, j'ai plutôt tendance à penser que c'est le gouvernement qui l'a arrêté, enfin du moins je l'espère. Seulement, c'était loin d'être le seul à s'attaquer à ce sujet, et justement le psychologue évolutionniste Gordon G. Gallup, connu pour son travail de pionnier dans les années 1970, qui montrait comment les chimpanzés pouvaient apprendre à se reconnaître dans le miroir, aurait confié à son ancien professeur d'université avoir déjà assisté à la naissance d'une créature hybride née dans un laboratoire où il travaillait autrefois. Ça se serait donc passé à Orange Park en Floride, aux États-Unis, où ils ont inséminé un chimpanzé femelle avec du sperme humain provenant d'un donneur anonyme et ont affirmé non seulement que la grossesse s'est produite, mais que la grossesse est bien arrivée à terme et qu'ils se seraient débarrassés rapidement de leurs expériences. Est-ce que ça s'est vraiment produit? C'est à vous de vous faire votre propre idée. Revenons-en à nos moutons. Fort heureusement, dans le cadre d'un remaniement politique général dans le monde scientifique soviétique, Ivanov et un certain nombre de scientifiques impliqués dans la recherche et les expériences sur les primates perdisent leur poste. Au printemps 1930, Izanov fut sous le coup d'une critique politique dans son institut vétérinaire. Finalement, le 13 décembre 1930, Ivanov fut arrêté. Il fut condamné à 5 ans d'exil à Alma-Ata, où il travailla pour l'institut vétérinaire zootechnique. Décidément, on change pas une équipe qui gagne. Jusqu'à sa mort par accident vasculaire cérébral le 30 mars 1932, le physiologiste et psychologue renommé Ivan Pavlov rédigea sa nécrologie. J'espère que cet épisode vous aura pas trop écœuré de l'humain. L'homme est capable parfois du meilleur, mais aussi très souvent du pire. Heureusement, de nos jours, ce genre d'expériences sont soit interdites, voire encadrées, même si je pense qu'il doit y avoir quelques exceptions. À votre avis, ce genre d'expérience, ça existe encore? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ainsi que me donner votre ressenti. Promis, la semaine prochaine, je ne parlerai plus d'animaux, nous parlerons d'expériences sur les humains. Je vous parlerai d'un autre scientifique qui a également inspiré le personnage de Frankenstein. Je vous parlerai de la CIA et de ses expériences au LSD sur des patients non consentants. Je terminerai avec un terrible médecin japonais qui a dû réaliser les pires expériences au monde. Sur des hommes, des femmes, mais aussi des enfants. Je vous préviens, il va vous faire des cauchemars. On n'oublie surtout pas le petit like si cette vidéo vous a plu. On pense également à s'abonner pour ne pas louper l'épisode de la semaine prochaine. Et je vous souhaite une excellente fin de week-end.